et bienvenue à ce cours 12, ce cours d'InDesign. Aujourd'hui, nous travaillerons sur InDesign, qui est un logiciel spécialisé dans la mise en page de documents destinés à l'impression ou la publication numérique édité par Adobe. Adobe InDesign est un logiciel de PAO produit par Adobe Systems. Initialement conçu pour créer des œuvres telles que des affiches, dépliants, brochures, magazines, journaux ou livres, il peut également publier du contenu numérique destiné aux sites internet, applications adaptées aux tablettes, utilisées avec Adobe Digital Publishing Suite, un autre logiciel dans ce cas-là. Les formats de documents natifs. Le .indd est le format natif des fichiers InDesign. Les fichiers InDesign comprennent le format de la page et le contenu, les fichiers liés, les styles, les nuanciers, et ils sont utilisés pour créer par exemple des e-books, des magazines, des journaux, des livres, des bandes dessinées, des catalogues, des affiches, des flyers, des dépliants, des brochures, etc. Vous avez également le format .idml qui est l'abréviation de InDesign Markup Language. Celui-ci a été introduit par InDesign CS4. Un document enregistré sous ce format peut être ouvert dans l'ensemble des versions d'InDesign et améliore la comptabilité et la compatibilité lors d'échanges de fichiers. Ce format a l'avantage de pouvoir être utilisé par la majeure partie des utilisateurs, lesquels disposent de versions différentes de InDesign. À l'inverse, le fichier .indd ne peut être ouvert que dans la version dans laquelle il a été enregistré. S'il est potentiellement compatible avec les autres versions, si des fonctionnalités ne sont pas communes aux versions, ces fonctionnalités peuvent disparaître. Si par exemple vous travaillez avec une équipe et que chaque membre de l'équipe ou que quelques membres de l'équipe ont une version différente de la vôtre, lorsque vous partagerez vos fichiers créés avec InDesign à ces personnes, il vaudrait mieux opter pour le .idml pour être sûr qu'ils pourront ouvrir vos fichiers, les réenregistrer, les retravailler et que vous pourrez travailler harmonieusement en équipe sans perte de données. Une fois que vous avez ouvert le fichier IDML dans InDesign, le document peut être ensuite enregistré en .indd. Ensuite, vous avez les formats d'exportation pour le print. Vous retrouverez le PS, Encapsulated PostScript, qui peut représenter des données graphiques vectorielles et bitmap et est pris en charge par la majorité des logiciels graphiques, d'illustration et de mise en page, dont InDesign. Il est principalement utilisé pour les tracés vectoriels et les bitmaps. Ensuite, le PDF, Portable Document Format, qui est un format de document souple, compatible entre différentes plateformes et applications. Les documents PDF affichent avec précision et conservent police, mise en page et graphiques vectoriels, bitmap. En outre, les documents PDF peuvent représenter des fonctionnalités de navigation et de recherche pour documents électroniques tels que des liens électroniques. Pour imprimer un document chez un imprimeur, celui-ci demandera un PDF en haute définition, avec par exemple des traits de coupe et un fond perdu. Nous verrons cela au cours InDesign 15. Je vous propose d'aller dans InDesign pour créer un nouveau document et voir comment gérer le format natif pour un premier enregistrement, puis l'exportation par exemple en EPS ou PDF rapidement.
InDesign, nous allons créer un nouveau document. Ce nouveau document, nous allons le laisser par défaut en A4, 210 par 297 mm, colonne 1, gouttière par défaut et marge par défaut. OK. Voilà. Donc quand vous ouvrez InDesign, vous avez une page qui est constituée du coup d'une marge que nous voyons ici, tout simplement, une page vierge. Ici, je vous propose de l'enregistrer. Nous allons l'enregistrer dans l'appli test. Et c'est dans format que vous allez décider quel est le type de format que vous lui attribuerez. Ici, pour avoir le format .indd, nous choisirons document InDesign CS6, qui correspond à ma version d'InDesign. Vous aurez certainement une version ultérieure. Donc, document InDesign CS6, enregistré. Ici, je remplace. Et regardez, mon fichier s'appelle bien test.indd, InDesign. Ensuite, supposons que je souhaite exporter ce fichier. Je vais aller dans Fichier, Exporter. Et ici, je vais choisir le format d'exportation. Donc, je vais choisir soit Adobe PDF Impression, qui correspond à de la haute définition, par exemple, soit le PS, qui correspond à un format qui gère bien les vecteurs graphiques et les bitmaps. Ce sont les deux formats qui me permettront d'enregistrer pour de l'impression. Le meilleur étant Adobe PDF Impression. Et puis ensuite, vous pouvez enregistrer et voir les différents paramètres que nous verrons au cours 15. Je vous propose de voir quelques outils dans InDesign. La plupart des outils, vous les connaissez déjà puisque vous les avez déjà appréhendés avec Illustrator et Photoshop. Nous allons juste voir comment les travailler rapidement et comment ils sont implémentés avec des fonctionnalités particulières dans InDesign. Ici, je vais donc dans ma barre d'outils. Dans ma barre d'outils, je vais retrouver l'outil ellipse, par exemple. Et en ouvrant l'outil ellipse, j'ai comme option l'outil rectangle et l'outil polygone. Je vais choisir l'outil rectangle et je vais créer un rectangle. Je zoome un peu, commande plus ou contrôle plus. Et je peux vérifier les fonctionnalités, les paramètres de mon rectangle. Ici, je peux voir que mon rectangle a un contour noir et que sa couleur de fond est vide. On est d'accord? Est vide ou alors elle n'a pas de couleur de... Ou alors le rectangle, pardon, n'a pas de couleur de fond. Il est sans couleur de fond. Je peux, par exemple, double-cliquer sur la couleur de fond et je peux lui attribuer une couleur. Je peux également double-cliquer sur la couleur de contour et lui appliquer une couleur de contour. Donc, je peux changer les couleurs dans la barre d'outils. Si je regarde en haut, j'ai également la barre horizontale des paramètres. Ici, je vais retrouver la position en X, la position en Y, la longueur, la hauteur. Je vais pouvoir augmenter la taille de mon rectangle. Je vais pouvoir augmenter le pourcentage également, toujours de la taille en hauteur. Ici, je vais pouvoir travailler sur la rotation et je vais pouvoir incliner, par exemple, mon rectangle. Donc là, ce sont différents paramètres que je peux directement
manipuler dans ma barre horizontale des paramètres. Je continue. Ici, je peux gérer les symétries. Symétrie verticale, symétrie horizontale. Et je retrouve également la possibilité de changer mes couleurs. Alors ici, attention, nous aurons une option supplémentaire. Lorsque j'appuie sur la flèche, je vais avoir accès au nuancier de couleurs de InDesign. Il faut savoir une chose, c'est que par défaut, InDesign a paramétré un nuancier de couleurs que vous allez retrouver toujours à la création d'un nouveau document. Ici, vous allez avoir la couleur 100, donc qui correspond à rien, on est d'accord, c'est du vide. Et je peux par exemple la tester. Lorsque j'appuie sur 100, je n'ai plus de couleur. Je peux revenir en arrière avec commande Z. J'ai ensuite la couleur de repérage. La couleur de repérage, c'est la couleur qui est utilisée pour l'impression sur les plaques. Ce sont les plaques des imprimantes chez l'imprimeur. Ici, ce sont des couleurs qui vont être utilisées notamment pour les traits de coupe et les repères de montage de vos fichiers sur les PDF haute définition. Ici, par défaut, la couleur de repérage est utilisée pour les traits de coupe et les repères de montage, les informations du fichier des PDF haute définition. Ensuite, vous avez la couleur papier qui correspond au blanc, donc qui est par défaut blanche. Ensuite, vous avez la couleur noire et à partir de maintenant, on rentre dans les couleurs cyan, magenta, jaune, noir, CMJN. Donc ici, on a le noir, ici, on a le cyan, le magenta, le jaune. Donc avec ces 4 couleurs, on a notre cyan, magenta, jaune, noir. Ensuite, on a d'autres couleurs. Ici, on va avoir des couleurs primaires également. Je vais avoir du rouge, du vert et du bleu marine. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de travailler uniquement avec ces couleurs. Vous avez la possibilité d'utiliser tout type de couleur de votre choix. Ici, par exemple, regardez, moi j'ai utilisé 2 couleurs que j'ai choisies et qui ne sont pas intégrées dans le nuancier de InDesign. Si je souhaite, par exemple, conserver, enregistrer ces couleurs pour les utiliser dans ce projet, eh bien, je peux tout simplement aller à droite dans le menu des options, cliquer, et dans ce menu des options, j'ai différentes options. J'ai la possibilité de créer une nouvelle couleur correspondant à la couleur affichée, ici. J'ai la possibilité de créer un nouveau dégradé de couleur. J'ai la possibilité de charger un nuancier différent. J'ai la possibilité de sélectionner toutes les nuances inutilisées. J'ai la possibilité d'ajouter des couleurs sans nom, etc., etc. Ici, nous allons juste créer une nouvelle couleur. Pour cela, je clique sur Nouvelle couleur et regardez, par défaut, il a compris. Il a choisi la couleur sélectionnée, la couleur de fond dans mon cas. Et ici, premièrement, il commence par me donner les valeurs du cyan, magenta, jaune, noir. J'ai 3 en cyan, magenta 56, jaune 0, noir 0. Ici, j'ai la possibilité de nommer selon la valeur chromatique, donc ainsi, ou de donner un nom différent. Je peux par exemple l'appeler soit nouvelle couleur, soit mon joli rose. Ici, je vais laisser la valeur chromatique. J'ai également la possibilité de choisir le type de mode colorimétrique. Ici, je peux choisir soit la quadrichromie, soit le ton direct. Petit rappel, le ton direct, ce sont les Pantone, donc une marque de couleur qui correspond à une couleur qui est codifiée avec uniquement un numéro de code. Ici, on va rester sur la quadrichromie. Et ici, je vais pouvoir choisir également soit CMJN, soit couleur lab, soit RVB, soit des Pantone.
Donc vous avez 2 possibilités pour changer votre mode colorimétrique. Et ici, enfin, j'ai les différents pourcentages de ma couleur. Dans mon cas, par exemple, vu qu'il n'y a que 3 de cyan, je pourrais décider de mettre 0, car ça ne changerait pas grand-chose à ma couleur. Ainsi, je n'aurai que 56 de magenta. Je peux faire OK. Et regardez maintenant, ma couleur a bien été rajoutée dans mon nuancier. Je vous propose de faire la même chose pour la couleur de contour. Précédemment, j'étais allée dans la couleur de fond. Je peux la fermer et cette fois-ci, je vais aller dans la couleur de contour que je rouvre et je vais dans mes options, nouvelle couleur et je vais faire exactement la même chose. Donc je garde nommer selon la valeur chromatique. Ici, je garde le CMJN et je vais garder les couleurs car là, on a quand même 64 de cyan et 39 de jaune. OK. Et voilà, j'ai rajouté 2 nouvelles couleurs dans mon nuancier. Vous avez également la possibilité de retrouver ce même nuancier dans le panneau de nuancier à cet endroit. C'est exactement la même chose. Une fois qu'on a terminé avec les nuanciers, on peut fermer le bouton et passer à la suite. Ici, dans InDesign, vous allez pouvoir travailler également sur les contours. Les contours vont avoir plus d'options que dans d'autres logiciels. Vous allez pouvoir travailler sur l'épaisseur du contour, rajouter des points, en soustraire. Vous allez travailler sur la pointe. Vous allez travailler sur l'extrémité pour avoir des extrémités sans, des extrémités circulaires, des extrémités carrées. Pour avoir des sommets carrés, pour avoir des sommets circulaires, pour avoir des sommets en biseau. Les alignements de contours également. Vous allez avoir différents types de contours, des contours linéaires, des contours avec des pointillés, des contours circulaires, des contours en points. Et vous allez pouvoir attribuer par exemple différents styles graphiques à vos contours. Vous pourrez créer facilement des flèches pour le début du contour, des petits points, etc. Je vous propose d'aller voir les contours dans InDesign. Ici, on va essayer d'enregistrer le travail car ça mouline un peu. Et on va créer un nouveau rectangle, par exemple. Celui-ci, on va le travailler différemment. Donc, ce nouveau rectangle, ici, je peux aller voir dans les contours. Et dans les contours, je peux avoir l'épaisseur. Donc, je peux augmenter l'épaisseur. Ensuite, je vais avoir les différents types de lignes. Ici, j'ai la ligne continue. Je peux passer à la ligne épaisse avec 3 lignes. Je peux aller à épais fin, fin, étiré, pointillé. Et je vais avoir différents effets comme ça qui vont faciliter la mise en page directement dans ce logiciel. Donc là, on peut faire des cannes, des petits pointillés en points, des sinusoïdales, losanges, des points japonais, des tirés simples. Alors, vous avez également la possibilité de retrouver les contours dans le panneau contours à droite. Ici, donc, je retrouve mon épaisseur, les pointes.
Ici, je peux décider de changer les extrémités. En extrémité rond, je peux décider d'avoir des extrémités carrées. Je peux décider d'avoir des extrémités circulaires ou d'avoir des extrémités en biseau. Et ensuite, je peux décider que l'alignement du contour sera centré, donc aligné sur l'intérieur. Ici, c'est centré, donc aligné à l'extérieur. Et ici, je les ai alignés en biseau sur l'extérieur. Donc les types, je vais les retrouver ici, hein, de la même manière. Ah, il y a un petit plantage. Et très important, ici, je peux décider que le début peut être une barre. Alors ici, ça ne fonctionnera pas car il faut un début et une fin et on est sur une forme fermée. Donc on va un peu modifier notre forme. Ici, j'avais l'outil sélection. Je vais prendre l'outil sélection directe qui me permet de sélectionner par exemple un point, celui-ci, et le supprimer. Et maintenant, je vais me retrouver avec une forme ouverte. Avec ma forme ouverte, je peux décider d'avoir un début et une fin. Donc ici, je lui dis que le début serait une barre, ce qui est le cas dans notre exemple. Je peux tester carré plein, je peux tester carré, cercle plein, incurvé. Donc là, je commence à avoir des modèles de flèches qui sont pré-paramétrés. Donc c'est assez pratique pour faire des mises en page, etc., etc. Ensuite, je peux décider d'avoir un autre type pour la fin. Ceci par exemple. Alors là, je vais retrouver les mêmes options. Hein. Mais voilà pour les options que vous pourrez avoir dans les contours. Alors, je vous propose de voir quelques outils pour rappel. Ici, on peut enregistrer. Donc ici, on a l'outil sélection qui permet de sélectionner un élément et le déplacer. Celui-ci, on le connaît bien. Puis nous avons l'outil sélection directe qui permet de cette fois-ci sélectionner un point d'ancrage d'un tracé, uniquement un point d'ancrage et de le modifier. Alors nous avons d'autres outils qui sont inhérents aux pages qu'on verra plus tard lorsqu'on abordera la notion de page. On va juste voir les outils que nous connaissons bien pour l'instant. Nous avons l'outil texte qui permet de faire une zone de texte et de taper du texte. Lorsque j'ai tapé du texte, je peux sélectionner ce texte et dans la barre horizontale des paramètres, je peux ici soit me mettre en mode caractère, soit me mettre en mode paragraphe. Dans le mode caractère, j'ai les options qui sont ici que nous allons voir, puis nous verrons le mode paragraphe. Dans le mode caractère, je vais retrouver la police que je peux changer. Je peux mettre par exemple de l'Helvetica. Et ici, je vais avoir les différents styles d'Helvetica. Je vais avoir la taille de la police que je peux augmenter. Je vais avoir l'interlignage. Alors, ici, comme c'est, voilà, ici, je vais pouvoir travailler sur l'interlignage. Ensuite, je vais pouvoir mettre tout en capital. Je vais pouvoir mettre une partie en supérieur, par exemple. Je vais pouvoir souligner, mettre en petite capitale, mettre en inférieur, en indice, ou barrer le texte. Ici, je vais pouvoir travailler sur l'approche des lettres. Alors là, je n'aurai le choix qu'entre optique et métrique. Si je veux le faire manuellement, je vais le faire ici, pour augmenter l'approche ou l'espace entre les lettres. Ensuite, ici, je vais pouvoir augmenter la hauteur des lettres.
On va mettre à 1%. Zéro. Je reviens en arrière. Ici, je vais pouvoir agrandir la longueur des lettres. Et ici, je vais par exemple incliner les lettres de 15 degrés. Ensuite, je vais avoir les différents types d'alignement. Donc ici, je suis alignée à gauche. Je vais pouvoir centrer. Je vais pouvoir aligner à droite. Je vais pouvoir justifier à gauche. Justifier au centre. Pardon. Et justifier toutes les lignes. Ensuite, je vais pouvoir aligner au dos ou aligner à l'opposé du dos. Donc InDesign est vraiment conçu pour la mise en page. Ici, je vais pouvoir travailler sur les retraits. Alors, à partir de maintenant, ça va être intéressant d'avoir plusieurs lignes. Donc, on va écrire un petit texte. Bonjour, il fait beau aujourd'hui à Paris. Ok. Alors, maintenant, ici, par exemple, je vais ajouter un retrait à gauche. Je vais ajouter un retrait à droite. Mais là, on ne va pas trop le voir. Ici, je vais juste rajouter un espace sur la première ligne. Ici. Alors, premièrement, regardez, à partir du moment où j'ai commencé à faire des modifications sur mon texte, je vois qu'une partie du texte est tronquée, notamment parce que j'ai un petit bloc rouge ici qui me dit que j'ai du texte en attente. Ici, première méthode, si je veux garder le bloc tel qu'il est et juste découvrir le texte qui est en attente, je descends le bloc. Mais j'ai une autre possibilité, j'ai la possibilité de créer un second bloc avec la suite du texte. Pour cela, je vais cliquer sur le petit point rouge avec un plus qui m'indique que j'ai du texte en attente. Donc je clique dessus et regardez ce qui s'est passé. Il a complètement changé puisque maintenant il est transformé en un petit bloc avec le reste de mon texte. Donc ici, je vais juste faire un rectangle de sélection et regardez, j'ai un deuxième bloc avec la suite de mon texte. Si par exemple, je modifie le premier bloc, automatiquement le deuxième bloc suit. Si par exemple, je vais à la ligne, automatiquement, je vais à la ligne dans le deuxième bloc. Et surtout, le deuxième bloc va garder exactement les mêmes caractéristiques que mon premier bloc, à savoir un retrait à gauche et également un retrait sur la première ligne. Donc InDesign est vraiment conçu pour la mise en page. Ici, je vais continuer à travailler sur les paramètres de texte. Ici, on va aller un petit peu plus loin. Je peux par exemple, alors, commencer par sélectionner. Je vais par exemple mettre des listes. Liste à puce. Ici, je peux mettre une liste numérotée, etc. Alors, ensuite, je peux décider de supprimer les césures. Les césures, ce sont les découpes de mots lorsqu'ils sont à la fin de la ligne. Ici, par exemple, nous avons une césure, ici également. Pour supprimer les césures, excusez-moi. Pour supprimer les césures, je décoche tout simplement césure. Voilà. Et ici, je peux augmenter mon petit cadre. Voilà.
Alors, une fois que j'ai fait à peu près... Alors, on va quand même voir quelque chose d'important. On va voir comment créer des colonnes. Ici, par exemple, j'ai 2 blocs de texte. Par contre, mes 2 blocs de texte ne sont absolument pas reliés. Et si, par exemple, je veux faire une belle mise en page avec un bel alignement, bah, il faudrait que je le fasse à la main. Non seulement ils ne sont pas alignés, mais ils ne font pas du tout la même taille en X, en Y, en longueur, en largeur. Je peux remédier à cela. Ici, je peux par exemple prendre le second bloc et le supprimer. Automatiquement, je vois que j'ai du texte en attente dans le premier bloc. Je vais pouvoir agrandir mon premier bloc. Mais d'accord, ce n'est pas très beau tout ça. Je reprends l'outil texte. Et ici, je vais continuer. J'ai la possibilité ici de modifier le nombre de colonnes. Donc, pour l'instant, j'ai une colonne. Je vais rajouter une deuxième colonne. Et regardez, automatiquement, j'ai une deuxième colonne qui s'est créée. Et ici, au milieu, je vais avoir la gouttière. Ici, je vais pouvoir paramétrer. Donc, si je réduis ma taille, automatiquement, j'ai quelque chose de bien aligné. Si par exemple je veux augmenter la taille de la gouttière c'est cet espace entre les 2 colonnes. Ma gouttière est ici, 4,233. Je vais pouvoir l'augmenter si je le souhaite. On l'a diminué si je le souhaite. Si je veux 3 colonnes, 3 colonnes. Voilà. Et je peux créer autant de colonnes que je le souhaite. Ensuite, je vous propose d'aller voir les paramètres de paragraphe. Dans les paramètres de paragraphe, je vais retrouver les alignements, qu'on connaît déjà, centré, etc. Je vais retrouver des retraits de la même manière. Je vais retrouver, pareil, les retraits que nous avions avant. Je vais retrouver les listes à puces également. Je vais retrouver les colonnes que je peux regérer. Je vais retrouver également les polices, les styles de police, les tailles de police, etc. Nous verrons également des nouvelles notions avec les styles de caractères et les styles de paragraphes lors des exercices. Alors, je vous propose de voir d'autres outils que nous connaissons déjà rapidement. Donc nous avons l'outil trait. L'outil trait ici va bénéficier de tous les paramètres du contour, puisqu'on va pouvoir changer sa couleur, Donc ici, je vais prendre par exemple une des nouvelles couleurs créées. On va pouvoir augmenter son épaisseur. On va pouvoir lui rajouter des petits effets. Ici, je peux lui rajouter une petite ombre portée. Et je peux lui rajouter des effets spéciaux. Vous vous rappelez FX, effets spéciaux dans Photoshop. Bien ici, on va avoir également des effets spéciaux. Donc on va pouvoir gérer la transparence, l'ombre interne, lueur externe, biseau, estampage, etc. Je vous propose d'aller voir cela par exemple. Donc ici dans transparence, je vais pouvoir choisir une opacité transparente pour ma couleur, mettre 50%. Dans mode, je vais pouvoir choisir voilà, le mode de transparence. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance puisque je n'ai pas d'élément au premier plan ou à l'arrière-plan avec lequel il y aura une fusion simple de transparence. Je peux rajouter une ombre interne à ma couleur. Je peux rajouter une lueur externe. Je peux rajouter une lueur interne. Je peux rajouter un biseau estampage pour avoir un petit effet de bouton. Je peux rajouter des effets de satin.
un contour progressif, etc. Donc, vous voyez, on peut rajouter beaucoup d'effets à ce petit contour. Enfin, à ce trait. Ici, je peux également rajouter... Alors, là, nous avons des effets de mise en page pour l'habillage. Pour l'instant, nous n'avons pas vraiment d'éléments à habiller. Nous verrons cela durant les exercices. Ici, je peux rajouter des petits effets, mais ça n'aura pas beaucoup d'importance car nous n'avons pas vraiment une forme avec des croisements. Et ici, je peux aligner avec d'autres objets. Donc ça, c'était pour l'outil trait. Nous allons retrouver la plume. Donc avec la plume, nous pourrons dessiner des objets. Avec la plume, nous pourrons dessiner des objets et nous pourrons remplir de couleurs ces objets. Ces objets nous permettront, par exemple, de faire des mises en page avec le texte. Alors ici, par exemple, supposons que je souhaite mettre cet élément... Pardon, excusez-moi, ma souris est un peu déjantée aujourd'hui. Supposons, par exemple, que je souhaite placer cet élément à côté du texte et que je veux que le texte habille l'élément, c'est-à-dire que le texte se mette en page de ce côté-ci de l'élément. Pour cela, je vais pouvoir utiliser les habillages. Ici, il n'y a pas d'habillage, c'est sans habillage. Ici, j'ai un habillage qui habille le cadre de sélection. Et regardez, à partir de maintenant, mon texte va tout de suite habiller l'élément. Ici, je vais avoir un habillage par rapport à la forme de l'objet. C'est beaucoup mieux. Et ici, je vais avoir un habillage uniquement à gauche et à droite. Hop. Vous pouvez aller beaucoup plus loin dans l'habillage. Vous pouvez aller dans Fenêtre, Habillage de texte, pour avoir le panneau habillage et pouvoir décider l'habillage en haut, en bas, à gauche, à droite. Dans ce panneau habillage de texte, vous allez par exemple sélectionner celui-ci et dire que vous voulez avoir 3 mm d'habillage. Et regardez, automatiquement, vous allez créer l'habillage de votre choix. Et vous pouvez jouer avec l'habillage. À partir du moment où vous travaillez avec l'habillage, vous commencez déjà à faire de la mise en page. Alors, il faut savoir une chose lorsque vous avez un bloc dans InDesign, c'est que le bloc va vous permettre d'y incruster des images, des graphiques, du texte, etc. Nous en parlerons tout à l'heure. Ensuite, vous allez retrouver des éléments que vous connaissez déjà, tels que la pipette. Ici, par exemple, je peux sélectionner cette forme dessinée avec la plume. Et avec la pipette, je vais pouvoir non seulement sélectionner la couleur du rose, mais également la lui appliquer. Alors, non seulement la couleur du fond rose, mais également la couleur du contour bleu. Donc ça, c'est très pratique. Sur InDesign, la pipette a des fonctionnalités plus, car elle permet non seulement de sélectionner la couleur, mais également de l'appliquer. Puis vous allez retrouver l'outil main qui permet de se déplacer avec les mêmes raccourcis clavier, touche espace, et l'outil loupe qui permet de zoomer avec le même raccourci clavier, commande moins, commande plus. Donc, voilà pour les outils que vous connaissiez déjà. Alors vous avez également l'outil trait qui permet de... L'outil crayon, pardon, qui permet de dessiner. Qui dessine du coup avec du vecteur. Très bien, alors je pense qu'on peut
parler de nouvelles notions qui sont propres à InDesign. Alors, ici, je vais vous proposer de faire cet exercice plus tard. On va d'abord parler de type de page. Dans Illustrator, vous travaillerez sur des pages. Cette notion est très importante. Il faut savoir que dans les pages, vous allez avoir d'abord les gabarits de pages. Les gabarits de pages sont des modèles de pages. La mise en page du gabarit est applicable à plusieurs pages. Les objets d'un gabarit apparaissent sur toutes les pages auxquelles vous appliquez le gabarit. Les éléments types qui apparaissent sur les pages de documents sont entourés d'une bordure en pointillés. Les modifications apportées au gabarit sont automatiquement appliquées aux pages associées. Les gabarits contiennent en général des logos, des numéros de pages, des en-têtes et des pieds de page qui se répètent sur les autres pages. Et c'est pour cela qu'ils sont placés dans les gabarits. Les gabarits contiennent également des blocs de texte ou graphiques vides servant de balises d'emplacement dans les pages de documents. Ça peut être par exemple des emplacements pour des images, des emplacements pour du texte, etc. Alors, je vous propose d'aller voir où se trouvent les gabarits. Ici, dans le panneau page, vous allez retrouver les gabarits à cet endroit. Donc, par défaut, vous aurez un gabarit de page blanche. Et vous allez retrouver vos pages à cet endroit. Il faut bien faire la différence entre gabarit et page. Alors, ici, je vois bien que je suis sur ma page. Et cette fois-ci, je vais aller dans mon panneau page. Alors, dans mon panneau page, la première zone de mon panneau page, ce sont les gabarits. Et ici, par défaut, je suis sur un gabarit. Pour savoir sur quel gabarit vous êtes, vous aurez son nom affiché dans la page. Cette zone-là, c'est la zone des pages, où je n'ai qu'une seule page et qui correspond à ma page, et je vois qu'elle est sélectionnée. Regardez, là, elle ne l'est plus. Ici, elle est sélectionnée. Et dans ma page, je vois bien les éléments que j'ai déjà créés. Donc, je vois mon rectangle modifié, je vois ma flèche, je vois mon texte, etc. Ici, dans ma page, on me dit que j'ai une page. Okay. Et on me dit A. A signifie que c'est le gabarit A qui est appliqué. Donc, c'est ce gabarit-ci qui est appliqué. Maintenant, dans ce gabarit, est-ce cette page ou celle-ci qui est appliquée? C'est plutôt celle-ci. Si vous avez un doute, tout simplement, vous pouvez créer un nouvel élément dans votre gabarit et vous verrez que par défaut, cet élément va être ajouté à votre page. Donc moi ici, je vais juste créer un bloc totalement noir tout en haut. Et maintenant, si je vais aller vérifier ma page, je double-clique et regardez, ici, je peux vérifier dans ma page. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que les éléments que vous créez dans un gabarit, donc là je retourne dans mon gabarit, l'élément créé dans mon gabarit, par défaut, est constitué de pointillés. Cet élément, je peux le modifier à l'infini tant que je suis dans mon gabarit. Mais à partir du moment où je retourne dans ma page, je ne peux plus le modifier. Regardez, je n'arrive pas à le sélectionner. Pourquoi cela? Parce que généralement, lorsque vous créez un élément dans un gabarit, c'est un élément qui est constant dans votre mise en page. C'est pour cela que vous allez mettre dans le gabarit, par exemple, un logo, un pied de page, des principes de mise en page, tels que le texte à gauche et l'image à droite, etc. Ce sont des éléments que vous allez retrouver dans chaque page. D'ailleurs, je vous propose de créer une nouvelle page pour voir cela. Ici, je retourne dans mon gabarit et je vais
faire un principe de mise en page avec cette barre noire en haut et cette barre en bas également. Donc maintenant, si je crée de nouvelles pages, je devrais avoir cette mise en page. Hop. Ok. Je vais d'abord vérifier cela et regardez, j'ai bien ma mise en page. Je vais créer une nouvelle page. Pour créer une nouvelle page, je vais en bas de mon panneau page et en bas de mon panneau page, je vais créer une page. Donc, je crée une nouvelle page. Ici, supposons par exemple que je souhaite avoir une double page, car on est d'accord qu'à cet endroit, j'ai une seule page et ici, j'ai une seule page. Ce que je voudrais, moi, c'est avoir une double page comme mon gabarit de double page A, mon A gabarit. Pour cela, je vais avoir besoin de prendre mon A gabarit et de le mettre ici. Mais ça ne va pas fonctionner. J'ai besoin de changer la mise en page. Pour changer la mise en page, je vais devoir faire un contrôle-clic, autoriser la réorganisation des pages du document. Et à partir de maintenant, regardez, je peux carrément accoler ma deuxième page à ma première page. Et regardez, maintenant j'ai une mise en page et je vais pouvoir par exemple faire toutes les modifications que je souhaite. Je vais pouvoir mettre un bloc là et je vais pouvoir mettre du texte là. Et là, je suis dans mon gabarit. Attention, je suis dans mon gabarit. Si je retourne dans ma page, regardez. Ma page a tout de suite bénéficié du gabarit. Alors, supposons par exemple que je souhaite modifier la couleur de ce bloc. On est d'accord que je ne peux pas car il a été créé dans mon gabarit. En fait, il y a une petite astuce. Je peux modifier à l'infini. Ici, pour l'instant, cet élément est verrouillé. Pour le déverrouiller, je vais faire Command-Shift parce que je suis sur Mac. Si vous êtes sur PC, ce sera un Ctrl-Shift. Donc, Command-Shift pour déverrouiller un élément. Et maintenant qu'il est déverrouillé, je vais pouvoir changer sa couleur. Pour déverrouiller ce bloc, Command-Shift. Pour déverrouiller celui-ci, Command-Shift. Donc, Command-Shift pour déverrouiller un bloc issu d'un gabarit. Ici, je vous montre juste une nouvelle chose, c'est que si je recrée de nouvelles pages, et bien chacune de mes pages va bénéficier du gabarit. Et ça, c'est dire la praticité des gabarits. Ensuite, nous allons parler des blocs et des différents types de blocs. Les blocs de texte comme les blocs graphiques peuvent être déplacés, redimensionnés et modifiés. L'outil texte vous permet de créer un bloc de texte brut pour le texte horizontal et l'outil texte vertical vous permet de créer un bloc de texte brut pour le texte vertical. Alors pour l'instant, nous avons vu l'outil texte horizontal. Ici, vous pouvez prendre l'outil texte curviligne par exemple. Et lorsque vous avez une ligne, vous pourrez mettre le texte sur la ligne. Ce sont des petits effets de style rigolos que nous avions déjà dans d'autres logiciels. Les blocs de texte peuvent également être rattachés ensemble de telle sorte qu'un texte peut commencer dans un bloc et se terminer dans un autre. C'est ce que nous avions vu dans notre exemple. On dit de ces blocs qu'ils sont liés. Un texte qui s'étale sur plusieurs blocs liés est appelé un article. Lorsque vous importez un fichier de traitement de texte, il apparaît dans le document sous forme d'un seul article, quel que soit le nombre de blocs qu'il occupe. C'est généralement le principe de mise en page utilisé
dans les maisons d'édition ou les journaux que vous avez l'habitude de lire, tels que l'Express, Le Monde, etc. Nous avons déjà vu la notion de colonne et de gouttière. Petit rappel sur la colonne et la gouttière, il faudra toujours créer un premier bloc et il faudra que ce bloc soit un bloc de texte par exemple. Pour transformer un bloc en bloc de texte, je prends juste l'outil texte et je clique à l'intérieur. À partir de maintenant, je peux écrire. Et maintenant, je peux décider d'en faire 2 colonnes. Et mes 2 colonnes, je peux augmenter la gouttière. Je peux redimensionner mes colonnes et ma gouttière suivra. Alors, pour ne pas faire cela librement, vous avez aussi la possibilité de travailler avec les marges et les colonnes. Ici dans Page, vous accédez aux marges et aux colonnes. Cette fois-ci, les marges et les colonnes ne vont pas être des marges et de colonnes de blocs, mais des marges et colonnes directement dans la page. Ici, par défaut, la marge est de 12,7, c'était ce qu'on avait décidé, mais je peux rajouter des colonnes à la page. C'est à la page qu'on rajoute. Donc regardez ici, j'ai rajouté 2 colonnes à la page et je vais pouvoir également adapter le nombre de colonnes que je veux. Si je veux 4 colonnes, 3 colonnes, 2 colonnes, je peux également adapter la gouttière. Je peux décider que ma gouttière, voilà, je vais vraiment la baser sur le dernier bloc créé. Ok. Et voilà. Alors ne vous inquiétez pas, la page finale ne ressemblera pas à ceci. Pour l'instant, nous sommes en mode aperçu. Pour changer l'affichage, vous pouvez cliquer sur W, la touche W, qui vous montre la page telle qu'elle sera présentée finalement. Donc W vous permet de passer en mode linéaire, où vous voyez vraiment la maquette, et W vous permet de passer en mode aperçu. Alors, très important, dans InDesign, vous pouvez importer des fichiers d'Illustrator. Parmi les fichiers que vous pouvez importer dans InDesign, vous avez les fichiers .ai et .eps et vous pouvez les modifier en un clic sur Illustrator. Je vous propose d'importer un élément précédemment créé dans Illustrator. Ici, dans ce bloc, je vais importer un élément Illustrator. Je vais aller dans Fichier, Importer. Et ici, je vais choisir le fichier tout en PubLive logo noir. Quand j'importe un fichier, il importe par défaut, sans tenir compte de sa taille, etc. Ici, par exemple, le logo a été tronqué. On est d'accord, il a été rogné ici. Si je veux travailler sur ce logo pour qu'il apparaisse dans sa véritable taille, je vais par exemple faire un CTRL-clic. Et dans CTRL-clic, je vais aller dans Ajustement. Dans Ajustement, je vais avoir différentes options. Je peux remplir le bloc proportionnellement. On va voir ce que ça fait. Remplir le bloc proportionnellement fait ceci. Donc je reviens en arrière, ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Je continue. CTRL-clic pour avoir les options. Et Ajustement, je vais ajuster le contenu proportionnellement. Ah, ça correspond un peu plus à ce que je voulais faire. Je vous propose de voir les autres options. CTRL-clic pour avoir les options. Ajustement, je peux ajuster le bloc au contenu. Ah, c'est vraiment pas mal ça. C'est ce que je vais garder. Ici, j'ai la possibilité d'enlever le contour noir. Donc je vais dans Contour, 100. Ne vous inquiétez pas. Ici, la résolution
correspond juste à l'affichage. Par défaut, les logiciels de mise en page vont importer les éléments et les garder dans une basse résolution pour que vous puissiez travailler dans des conditions optimales de performance d'affichage. C'est-à-dire que moins les options sont en haute définition, plus vite le système va tourner. Donc ici, si vous voulez par exemple être sûr de la résolution et avoir une bonne résolution pour travailler, vous allez faire CTRL-clic, et vous allez chercher performance d'affichage. Ici, on est à affichage standard. Si vous passez à affichage de qualité supérieure, là, vous avez le logo dans de bonnes définitions. Ensuite, vous avez la possibilité d'importer également des compositions Photoshop et de lier des fichiers Photoshop et EPS et les modifier en un clic, pardon, cette fois-ci sur Photoshop et pas Illustrator. Ici, je vais créer un nouveau bloc et je vais importer. Pour importer, le raccourci clavier, c'est commande D. Et cette fois-ci, je vais chercher un fichier Photoshop. Alors, un fichier Photoshop. Alors, ok, alors je vous propose de mettre la Marilyn. Alors ici, ma Marilyn, bien entendu, je peux tricher un peu, hein, voilà. Je vais faire la même chose qu'auparavant, je vais faire un CTRL-clic et je vais aller dans Ajustements, ajuster le contenu proportionnellement. Voilà. Un peu drag queen, ma Marilyn, mais bon. Ensuite, je vais faire un CTRL-clic une deuxième fois et je vais faire performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. Et je vais enfin cliquer une dernière fois et je vais aller mettre 100 sur mon contour pour le supprimer. Donc, pour conclure, Photoshop, Illustrator et InDesign sont complémentaires. Les fichiers PSD, AI et EPS sont importables dans un fichier InDesign. Rappelez-vous, Photoshop permet de travailler sur les photos, de faire de la création graphique, de faire des mock-ups, alors qu'Illustrator permet de faire des logos, des pictogrammes, des icônes et des pages de un document. Là où InDesign va permettre de créer de la publication sur de multiples pages et également sur une seule page du document. Très bien, alors je vous remercie pour ce premier cours d'InDesign et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bonne journée!